Ce refus d'obtempérer qui s'est déroulé donc dans le 18e arrondissement hier soir. On fait le point justement avec Alexis Valero. Il est 21h lorsque 3 policiers en civil sont témoins d'un échange de drogue dans un véhicule situé rue Burke. Munis de leur brassard, ils ordonnent à l'automobiliste de s'arrêter. L'homme refuse d'obtempérer et accélère. Il heurte la jambe d'un fonctionnaire avant de tourner à droite rue Durantin. Il se trouve alors face à un autre policier qui sort son arme de service. Voyant que la voiture lui fonce dessus, il tire une fois avant que le suspect ne s'éclipse dans la rue Tolosé. Dans ce quartier de Montmartre très touristique, les témoins ont été effrayés. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précision sur la méthode à employer. Dans sa fuite, le suspect a blessé légèrement 3 fonctionnaires. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Le conducteur de la Peugeot 508, lui, est toujours en fuite. On a le sentiment d'une zone grise. On vient d'entendre votre collègue dans ce reportage dire soit les forces de l'ordre peuvent clairement intervenir pour stopper un véhicule, soit on estime que c'est trop dangereux. Et quand il y a un refus d'obtempérer, eh bien on les laisse partir. Mais il exprime en tout cas, lui, une forme d'agacement face aux consignes qui ne semblent pas être claires. Est-ce que c'est ce que vous pensez, vous aussi ? Bonjour, oui, alors nos consignes, en fait, nous, on fait qu'appliquer la loi, donc moi la consigne, j'allais dire, je la prends dans le code pénal et procédure pénale. Quand on intervient sur un deal de stupes, effectivement, on est là pour interpeller les personnes. Dès lors que les personnes nous foncent dessus, veulent délibérément nous écraser, on est dans la légitime défense. Donc après, nous, c'est compliqué, on voit que la vie d'un policier, c'est pas un long fleuve tranquille. Tous les jours, il n'y a pas de petite intervention. Et donc sur un Uber Sheet, là, c'était en fait le but de la transaction, c'est-à-dire qu'on livre déjà au client ses doses de canne. Donc voilà, les policiers interviennent. Ce qui nous paraît après, effectivement, dans un deuxième temps, c'est qu'il y a une protection juridique à nous. Voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est nous qui devons rendre des comptes à la justice, et c'est nous qui devons le soir faire la première page des faits divers. La justice que vous ressentez aujourd'hui, c'est en fait de devoir rendre des comptes à chaque fois que vous vous défendez tout simplement ou que vous assurez la sécurité justement dans les rues parce que un chauffard part en trombe avec sa voiture. Alors qu'on rende des comptes, c'est normal, on est en démocratie, c'est la République, c'est normal qu'on explique ce que l'on fait, c'est comme ça. Après, effectivement, qu'on nous montre du doigt tout le temps, qu'on sait qu'on est un organe très surveillé, très épié, et on cherche toujours des broutilles sur les policiers. Mes collègues se posent la question de savoir effectivement à quoi ça sert qu'ils travaillent, à quoi ça sert de prendre des risques. Nous, le but, c'est quand même de rentrer chez soi le soir de façon intègre et de voir nos familles. Voilà. Donc, est-ce que vraiment la fin nécessite tout ça, de mettre notre vie en danger? C'est la question qu'on se pose et surtout ce qu'on attend de notre administration, quelque part, c'est quid du policier ou victime ou auteur. C'est-à-dire qu'on n'est jamais protégé, on n'a pas de protection fonctionnelle qui marche tant que ça. Et dès lors qu'on est, par exemple, devant un tribunal, on n'est pas assisté ni par notre hiérarchie, ni par notre administration. Voilà, donc protection fonctionnelle zéro, et on est livré à nous-mêmes. Et nous, syndicalistes, on est là pour aider nos collègues de terrain à monter des dossiers et à se protéger. Un mot sur cet homme qu'on entend dans le reportage que je vous ai passé à l'instant, cet homme qui trouve scandaleux que des balles soient tirées alors qu'il y a la population dehors avec des enfants. Vous comprenez ce qu'il dit quand il dit ça? Parce que bon, voilà, vous agissez aussi pour la protection des populations. Mais nous, on ne tire pas, et on comprend, bien sûr, il peut y avoir une balle perdue, mais ça, on en est conscience. En revanche, quand on tire sur une personne, c'est pour se protéger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, éviter le véhicule. Si le véhicule fonce sur nous et que je ne peux pas l'esquiver, je suis en état de tirer. Ça s'appelle la légitime défense. Après, on n'est pas des cow-boys, on n'est pas aux États-Unis, on ne va pas tirer, on ne va pas cribler de balles des voitures par plaisir ou parce que la personne ne s'arrête pas. Maintenant, je comprends que les touristes soient choqués, mais je comprends aussi, il faut peut-être aussi comprendre et faire un état des lieux de la société française. Est-ce que c'est normal en France qu'un dans dans le 18e où c'est très touristique, ben voilà, il y a des individus qui sont prêts à tout, à tuer du flic pour pouvoir partir impunément. Et surtout, si on en vient à tirer dans les rues de Paris et dans le reste de la France, on a vu cette semaine, on a encore des morts avec des kalachnikovs, il faut se poser la question de savoir qu'en face, la délinquance, elle est armée, et elle est bien armée. Et donc, on a des gens qui sont armés, j'allais dire même politiquement, qui sont prêts à prendre tous les risques et qui sont dans l'impunité, ils sont complètement désinhibés, ces gens-là. Mais là, on paye, j'allais dire, 20 à 30 ans de politique sécuritaire. Donc là, maintenant, ces gens-là, ben voilà, là, a priori, le chauffeur, il devait avoir entre 20 et 25 ans. Donc c'est déjà, j'allais dire, une tête brûlée. Il craint rien. Jean-Christophe Couvi, vous êtes toujours avec nous. De tout ce que vous avez entendu, on entendait Dominique de Montvalon qui disait peut-être qu'il faut clarifier les textes, les procédures. Gérard Leclerc qui répondait justement, c'est que du cas par cas ce type d'intervention. Ce qu'il faut, c'est peut-être faire un peu plus confiance à nos policiers. Si je caricature un petit peu, enfin si je grossis un petit peu vos interventions à chacun. Jean-Christophe Couvi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, je vais faire la synthèse des deux. J'allais dire que en fait, j'ai repris les statistiques du ministère de l'Intérieur de 2007 à 2018.
pour comprendre un petit peu j'allais dire l'état sociétal dans lequel on est. Les forces de l'ordre sont victimes donc d'agressions physiques et verbales. Et donc je lisais mes chiffres, de 2007 à 2012 par exemple, il y avait 4,8% des policiers qui étaient victimes physiquement, 20,5% d'agressions verbales. De 2013 à 2018, on est passé à 11% pour les agressions physiques et 31% pour les agressions verbales. On n'a pas les chiffres là entre 2018 et 2022, mais on voit bien qu'il y a quand même une augmentation. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un policier sur 3 qui se fait insulter tous les jours, tout le temps, dans le cadre de son métier. Et un policier sur 10 qui se fait agresser physiquement tous les jours. Donc on voit que la société devient de plus en plus violente. On voit que notre job, j'allais dire, est de plus en plus compliqué parce qu'en plus il est très médiatisé. Maintenant on est vite photographié dans la rue, on est filmé, on montre qu'une seule partie de ce qu'on veut bien montrer. Et en fait on doit avoir une réponse. Et nous il nous faut des instruments pour pouvoir répondre à ça. Par exemple, je vais faire un rapprochement police-gendarmerie. La gendarmerie a commandé 14 000 tasers de nouvelle génération. Voilà, pistolet à impulsion électrique. La police en a commandé que 4 000. Voilà le différentiel. Donc déjà, j'attends aussi que mon ministère se pose la question de savoir comment on doit travailler, quels outils on doit avoir, notamment d'armes intermédiaires, moins létales. Ça passe aussi par une réflexion sur les LBD. Est-ce qu'il faut plus équiper les collègues des LBD? Là, sur une voiture en refus d'obtempérer, c'est pas un PIE ou un LBD qui va stopper un véhicule. N'empêche que dans nos interventions quotidiennes, il nous faut aussi du matériel pour se protéger et protéger aussi les autres. Voilà. Et après, effectivement, c'est réfléchir sur l'emploi de la force. La légitime défense, l'emploi des armes. Est-ce que le policier est systématiquement mis en garde à vue? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plutôt une retenue judiciaire qui est pour nous moins choquante de se retrouver en garde à vue comme un délinquant, alors qu'en fait on a l'impression d'avoir juste fait notre job. Et bien sûr qu'on veut répondre aux questions de la justice, mais en fait on se sent vraiment très choqué par ça. Après, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi des juridictions spécialisées de magistrats qui connaissent vraiment le milieu et l'intervention des policiers? Quand on intervient, il y a 2 jours j'étais chez le défenseur des droits pour défendre un collègue. Et j'ai expliqué que quand on est en manifestation et qu'il y a le bruit, les agressions, le stress, tout ça fait que vous avez des discernements à avoir et que ça peut aussi influencer sur votre façon d'agir. Et que si on est très bien formé et très entraîné, c'est ces petites secondes-là qui fait qu'on peut se sauver des fois de situations bien particulières. Donc voilà, c'est toute une réflexion globale qu'il faut avoir, sensibiliser les juges, se spécialiser sur les interventions policières, parce qu'il y a beaucoup de magistrats qui n'ont jamais pris de mortier d'artifice, qui se sont jamais fait insulter dans la rue ou pris des coups de cutter. Donc déjà, c'est aussi les sensibiliser à ça et de voir comment après derrière, ils pourront mieux apprécier, une affaire policière.